La créativité, faut pas que ça soit un processus souffrant, là. Ça prend, à un moment donné, des locomotives. C'est-à-dire quelques foyers particulièrement innovants qui démontrent la force, la puissance, là, ça prend ces instigateurs, ces locomotives qui sont devant, qui, à un moment donné, partent le train et ça y est, c'est parti. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Senécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Alors monsieur Pierre Thibault, bonjour et un grand merci de venir partager des réflexions avec nous. Donc nos podcasts portant sur l'innovation et la créativité qu'on a intitulé Osons la suite. Alors Pierre, je vais te tutoyer, hein. On s'entend qu'on se connaît depuis à peu près 60 ans. Non, c'est pas vrai. Pour les auditeurs, donc Pierre Thibault, qui est l'architecte de nos nouveaux projets, parce que c'est plus un mais deux. Alors moi j'ai une première question d'entrée de jeu pour toi Pierre. Es-tu encore architecte? On te voit conférencier, on te voit impliqué à la Bécole, on te voit un peu partout. Comment tu fais encore ton job d'architecte? Mais je pense que c'est là peut-être le plaisir d'avancer. Je pense qu'on a une capacité à canaliser notre énergie et à être dans des moments de flow incroyables. Donc, je te donne un exemple. Quand nous sommes allés, Isabelle et toi et moi, visiter des écoles à Copenhague, on est allé à Amsterdam. En fait, quand on est revenu dans l'avion, ben, j'ai eu un de ces moments de flow, là. Tu sais, donc, avec tant de choses qu'on avait vues réellement, tu sais, maintenant, on sait comment c'est précieux. On a été dans des écoles, on a vu les sourires, on a vu l'impact sur les enfants et tout. Puis, à un moment donné, on dirait que c'est comme si on a un trop plein d'énergie. Je me suis assis dans l'avion, puis j'ai commencé à esquisser l'école comme ça. Alors donc, je pense, j'ai cette capacité qui a pris, je dirais même peut-être de l'ampleur avec le temps, de me concentrer pendant un certain moment donné. Et quand on parle de la créativité, je pense que c'est ça, c'est comme un flot, on dirait que tout est concentré pour créer quelque chose. Donc, oui, je suis des fois un peu à gauche et à droite, mais j'ai ces moments extrêmement précieux où j'ai une concentration optimale. Et ce qui m'aide beaucoup pour ça, c'est que je passe la plupart de mes week-ends dans la nature, donc je décroche complètement, je fais le vide, et on dirait que à partir de ça, là, j'ai une capacité de faire mon travail d'architecte. Et comment fait Pierre Thibault qui voyageait 4 mois par année pour vivre depuis la dernière année? Comment tu fais pour t'évader à l'extérieur? Tu sais ce que je fais, Hugo? Je fais de la rando comme je cours après ma fille qui est tellement en forme. Hey, alors, tu imagines, j'ai ma maison de campagne est près du Mont-Sainte-Anne et je croise mes amis, puis t'es rendu à combien de fois que tu as monté la montagne aujourd'hui? Hey, je monte la montagne jusqu'à 5 fois. Je fais 2500 mètres de dénivelé dans une journée. En backcountry, je la monte 6 fois, les gens ne le croient pas, là. Donc, mais je fais mes voyages autour de la montagne. Donc, morale de l'histoire, si tu veux te mettre en forme, tu voyages plus pendant un an. Mais c'est vrai que je pense que j'ai jamais été autant en forme. C'est sûr que l'avion, les décalages horaires, l'air vicié, tu sais, je veux dire, le voyage, c'est pas pour se mettre en forme physiquement, je dirais, c'est pour se mettre en forme intellectuellement, socialement. Je veux dire, les voyages, c'est magique, là, ce qu'on a vécu ensemble pour les écoles. L'espèce d'éclosion, mais actuellement, cette énergie que je ne fais pas, je la dépense physiquement dans la nature. C'était un rêve pour toi de devenir architecte tout jeune ou ça c'est arrivé comment? Écoute, c'est depuis mon enfance. Depuis que je me rappelle, j'ai voulu être architecte. Je te donne un exemple. Mes parents avaient reçu un frigo, puis il y avait une boîte de carton. Je devais avoir 4 ans. Ben, écoute, j'ai découpé une porte dans la boîte. Puis je pense que j'ai couché dans la boîte de carton que j'avais aménagée. J'avais dessiné des choses sur les murs. C'était ma maison pendant quelques semaines. Ma mère a dit à un moment donné, puis il y a quand même ça va faire là, avec les... Il cherchait le beurre, il était dans la boîte de carton. Alors, non, mais j'ai toujours eu ce plaisir et je me suis rendu compte, je suis quelqu'un...
j'ai une grande famille, je suis l'aîné, et il y a toujours eu beaucoup de monde autour de moi. Donc, en plus, ma mère également, donc les amis venaient dîner le midi, le soir, donc il y avait et j'ai vu tout de suite que j'avais ce bonheur quand j'étais enfant, par exemple, avec mes frères et sœurs, de faire un fort en neige. Tu sais, on prenait des blocs de neige et le plaisir qu'on avait un samedi, toute la journée, à faire cette accumulation d'éléments de neige, c'était une journée merveilleuse. Ma mère nous faisait un petit pique-nique, même en plein hiver, qu'on mangeait on faisait un petit trou dans la neige pour mettre les choses. Donc, on avait un matériel et on avait un projet pour la journée. Puis on était fiers à la fin de la journée avec les amis du voisinage. On essayait de faire le plus gros fort de la rue. Tu sais, jamais on avait réussi à faire quelque chose comme ça. Donc, c'était un bonheur. Est-ce qu'il était beau? Parce que là, tu as écrit un bouquin là, sur la transition, pas mal quand même. Très bien, bravo. Tu as écrit un bouquin sur la beauté. On connaît Hugo. Tu as écrit un bouquin sur la beauté. On sait que c'est important pour toi, ta relation avec la nature. Peux-tu nous en parler un peu? Mais je te donne un exemple. J'ai été très proche d'un de mes oncles étant enfant, quand j'avais peut-être 4-5 ans, même au-delà. Mon oncle, dans la vie, il faisait pas nécessairement ce qu'il aurait aimé faire. C'était un artiste, dans le fond. Mais toute sa créativité s'exprimait dans la réalisation de son chalet. Alors, mon oncle avait acheté une île sur le lac Nicolette. Alors, le lac Nicolette, c'est un lac magnifique qui est la source de la grande rivière Nicolet qui jette pas loin de Trois-Rivières. Et, enfant, je l'accompagnais sur son île. On partait en bateau. Puis c'était pour moi merveilleux. La couleur de l'eau, des fois, on arrivait au couchant le soir, les lumières, on allait et je me disais, hey, c'est extraordinaire. Mon oncle a un paradis à lui. On arrivait là avec les grands pins. Il avait placé des roches plates pour qu'on puisse arriver avec le bateau. On montait, il y avait le bruit le son du vent dans les grands pins, puis là, on montait, puis il avait construit son chalet sur le grand rocher en haut, donc de là, on avait une vue incroyable. Pour moi, c'était comme, mais c'est formidable. Alors, pour moi, le fait d'être là, la vie était plus belle, je goûtais les choses, je chantais mais je me rappelle d'être assis là, devant sur ce gros rocher-là, puis de regarder là, cette lumière-là, les vagues sur l'eau. Alors, je me suis dit, oui, il y a des environnements qui font que la vie est tellement plus agréable. Plus facile, oui. Attends, je vais prendre une pause. C'était vraiment émotif, ce que tu as dit. Mais, tu sais, Pierre, quand on te connaît, on sent vraiment que tu as un talent vraiment pour l'émerveillement. Tu es souvent émerveillé. Tu as une sensibilité, oui, face à la beauté, mais tu t'émerveilles vraiment facilement. Puis c'est vraiment fantastique de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose que tu as cultivé avec les années? Puis j'ai une deuxième question qui fait suite à ça. Est-ce que tu arrives à le transmettre? Mais si tu peux me permettre, parce que j'ai une anecdote là-dessus, puis tu as tellement raison. J'ai eu l'occasion de souper avec Pierre chez moi. Moi, j'habite en pleine ville. Bon, j'ai une belle cour avec en plein sud et il y a plein d'arbres. C'est une bout de ma rue, là, sur le plateau. Il y a énormément d'arbres. Puis Pierre est arrivé chez moi et dit « Hey my God, c'est incroyable ton environnement. T'es encadré d'arbres. » Et c'est comme si je le découvrais. Tu sais, ça avait toujours été là. Puis je sais pas si tu te souviens, là, tu m'as dit... Ah ouais, je me rappelle. C'est incroyable. T'es en pleine ville, c'est calme. T'as des arbres partout. T'es plein sud. Puis je l'avais pas. C'est comme s'il me faisait prendre conscience à quel point c'est vrai que... c'est vrai. Puis depuis, j'y ai pas encore pensé. Je repense pas. Ça me fait penser à ça. Mais tu peux être sûr que ce soir, je vais retourner. Je vais dire, c'est vraiment vrai. Non, mais sans blague. Mais c'est vrai que ça m'a fait rendre compte quel point j'étais dans un endroit privilégié d'être en ville et d'être proche comme ça. Je ne veux pas dire de la campagne, là, mais de la nature quand même. Mais c'est vrai, mais Hugo, ça m'arrive souvent parce que aussi je fais des projets souvent dans la nature pour des gens et j'arrive, puis là, je commence à leur décrire ce que je vois. Hein? Mais t'as raison. C'est extraordinaire. On n'avait pas vu ça de même. Tu sais, je veux dire, j'ai comme on dirait une très grande sensibilité à tout ça qui, pour moi, c'est comme si
ça me touche immédiatement, puis je communique ce que je ressens. Hugo, j'aime les arbres depuis toujours. Je trouve que j'ai une maison qui en a planté 100 000. Je vais me promener avec lui qui a maintenant passé 90 ans, qui est une force de la nature. Et donc, j'ai ce bonheur de pouvoir, je dirais, capter les choses avec une grande aisance. Je vois cette beauté-là, je la vois, puis c'est drôle parce que mon père vient du Bas-Saint-Laurent, puis ma mère vient de l'Estrie, puis c'est 2 très grandes familles. Alors, quand on était enfant, on se baladait beaucoup. Je suis allé voir mes oncles d'un côté ou de l'autre, donc on n'avait pas encore de chalet familial, donc on allait plutôt dans les chalets de mes oncles et les tantes. Et je me rappelle regarder le paysage, puis à un moment donné, de m'exclamer dans la voiture pour dire « Ah, c'est tombé! » Puis là, au début, mes parents faisaient pas de cas, mais à la fin, on s'arrêtait, toute la famille sortait et disait « On manque pas ça! » Pierre, tout à l'heure, tu parlais de ta créativité dont tu as amélioré les processus. Tu sais, tu es devenu bon pour te concentrer, pour créer à des moments opportuns, mais on sent aussi qu'il y a un naturel. Tu sais, on parlait d'émerveillement, mais ton ouverture, ta curiosité, tout ça, ça contribue à ta créativité. Toi, tu as autour de toi l'atelier Pierre Thibault de jeunes architectes, puis tu enseignes aussi. Est-ce que tu as trouvé la façon ou la recette pour aider ces jeunes à développer leur créativité ou à tout le moins amener de la créativité à l'atelier Pierre Thibault? Bien, je pense que c'est ça que je trouve formidable, moi, tu sais, je viens d'une grande famille, donc j'ai toujours, comme je dis, ça prenait quand même un minimum de créativité pour faire le fort en neige comme on les faisait, donc, mais c'est toujours, d'abord, d'avoir le plaisir à faire les choses. Moi, je dis aux gens, là, la créativité, faut pas que ça soit un processus souffrant, là. Tu dis, je me mets tout seul dans une pièce, puis là, j'essaie d'avoir la bonne idée. C'est pas comme ça que ça arrive, là. Excusez-moi l'anglicisme, mais il faut avoir du fun, là. C'est-à-dire que l'énergie, c'est communicatif. Je me dis, pour créer, il faut être dans l'énergie positive. Tu peux pas être dans l'énergie négative pour créer, là. Alors donc, il faut créer le contexte favorable. Et pour ça que je me dis, pour qu'une équipe travaille ensemble, soit dans des bonnes conditions, il faut qu'elle se connaisse, qu'elle ait eu du fun ensemble. Alors moi, c'est pour ça que j'enseigne à l'Université Laval. J'ai mes étudiants, mais j'ai fait des voyages partout sur la planète avec mes étudiants, tu sais. Voyage au Japon, les gens disent, mais quoi, tu pars avec tes étudiants au Japon pendant 10 jours avec... Hey, mais des fois, je me rappelle, il y en a un, c'était la première fois de sa vie qu'il prenait l'avion, là. À l'université, il arrive à Tokyo, tu sais, je veux dire, il était là, c'est incroyable. Quels beaux arbres, l'expérience. C'est pas des arbres, c'est des buildings. Mais tu imagines, tu passes avec 10 jours avec des jeunes qui sont jamais sortis de chez eux, qui découvrent comme ça. Tu vas visiter des bureaux d'architectes, tu rentres tu vois des jardins incroyables, tu vis ça ensemble. Je veux dire, tu reviens, là, t'as un bagage d'énergie positive commune incroyable. J'ai dit, tu pars avec ça, puis tu as vu quelqu'un, tu te rappelles, t'as, je veux dire, une mémoire commune de bonheur à découvrir quelque chose. Donc, quand tu es un jeune, pendant la session, à un moment donné, il y a une petite baisse, là. Tu te dis, hey, te rappelles-tu, on était dans le Rio Enji, le jardin zen le plus fantastique au monde. Qu'est-ce que ça te disait, là? Dans quel état tu étais, là? Alors là, ouais, je voyais ça, là. Alors donc, c'est cette idée de se mettre dans les bonnes conditions pour être capable de générer quelque chose. Parce que pour créer, on génère quelque chose. Donc, il faut avoir un surplus d'énergie. Donc, il faut se mettre dans ces conditions-là. Il faut avoir l'attitude. Alors, c'est pour ça que je comprends qu'un moment d'échange, puis des fois, je fais un petit voyage de 2 jours, des fois, je dis ça va être, on fait un grand souper ensemble, ce qui est difficile maintenant, mais les jeunes se connaissent entre eux, ça change les choses. Je me rappelle, je te donne un exemple, à un moment donné, j'étais responsable à l'université de la première année. Ils m'ont dit, Pierre, il y a une baisse des jeunes et tout ça. Ils ont dit, donc, tu es responsable d'accueillir les jeunes étudiants en architecture première année. Bien, le premier week-end, j'ai nolisé des autobus, puis j'ai dit, je connais bien Alexander de Jardin de Métis, j'ai dit, j'amène les 120 étudiants passer un week-end au Jardin de Métis. Mais là, les gens disent, ça s'est jamais fait, qu'est-ce qui va se passer, nanana. Alors, on a nolisé. On vient cueillir des fleurs. Alors là, les gens m'ont dit, mais ils vont coucher où, tout ça? J'ai dit qu'ils apportent des tentes, des sacs de couchage et tout ça. Alors, imagine.
Les jeunes ont couché dans des salles d'exposition. Il y avait une exposition sur les requins. Il y en a qui étaient couchés en dessous. Il y avait un immense pit à feu. Ils ont chanté une partie de la nuit. Hey, je rencontre encore des étudiants qui me disent, Pierre, quel début, quelle rencontre formidable pour commencer. 120 jeunes qui se connaissaient pas 3 jours avant, là, qui chantent ensemble, qui se baignent dans le fleuve Saint-Laurent, qui découvrent qu'il y a un directeur de jardin qui leur montre la créativité dans ces jardins qui viennent partout sur la planète. Hey, c'était un boost pour cette année-là incroyable. Puis pour moi, c'était un bonheur d'être avec eux autres. Là. Donc, alors... Les gens, c'est facile à organiser. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est comme tu dis, effectivement, il y a quelque chose de naturel là-dedans. Tu sais. Je me rappelle, on était arrêté juste avant la soirée devant un dépanneur d'un petit village à côté. Puis là, j'ai dit, ben là, peut-être apportez-vous un petit peu des jus ou des choses comme ça pour la soirée. Alors, hey, on a vidé littéralement le dépanneur. La petite madame a fait « Mais c'est Noël! Mais c'est Noël! » On a fait son année, là, tu sais, je dirais. Les gens du village étaient venus voir tous ces 120 jeunes-là qui vidaient, ils restaient plus systématiquement, plus rien. Je trouve ça intéressant oui, excuse-moi, Pierre, je trouve ça intéressant. C'est le bonheur. Ouais, mais tu parles du plaisir dans la créativité. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment. On a eu l'occasion de passer une journée ensemble quand, à la suite de l'incendie au primaire, on s'est dit, bon, ben, si on veut rouvrir rapidement, faut s'asseoir puis redessiner une deuxième école. Puis je suis monté à... Je ne sais jamais si on dit monter ou descendre à Québec. En tout cas, moi, je montais à Québec. Puis on a passé une journée ensemble à carrément créer un nouveau pavillon. Incroyable, hein? Tu te rappelles? Puis je me rappelle, le midi, on était allé chercher de la bouffe, du vin, peut-être tout ça dans le plaisir. On a passé une journée incroyable, puis on a généré des idées qui étaient vraiment, j'ose dire, différentes. Ben c'est proche. Hugo, tu regarderais ça, le résultat final de ce qu'on a fait. On a permuté quelques éléments, mais l'essentiel était là. Donc, mais l'ambiance dans laquelle on a fait ça, je reprends tes propos de plaisir, créativité, là, on n'était pas là en train de déprimer en disant « Oh, ça a brûlé, il faut qu'on reconstruise. Tiens, regarde, un toit là. Oh non, pas là. » On l'a fait dans l'enthousiasme. C'est ça que ça prend. Ça prend cet enthousiasme. C'est ça que tu dis qui est vraiment... Puis cet enthousiasme-là, c'est dommage à dire, mais c'est difficilement contagieux sur Zoom, là, ou toujours à l'écran. Il y a une espèce d'énergie du partage. Quand tu manges ensemble, tu fais une pause, tu regardes, tu réussis. Et je pense que c'est ça, c'est regarder dans la même direction ensemble. Donc, on canalise l'énergie pour dire on a ce projet-là ensemble, mais c'est sûr que on n'est pas pire aujourd'hui, je trouve. Je trouve qu'il y a de l'énergie, moi. Moi, je trouve qu'il y a une belle énergie. Mais il y a toujours une belle énergie quand tu es là, Pierre. C'est comme contagieux. Mais effectivement, je pense que c'est comme quelqu'un qui se met à sourire. Les gens autour de toi, tu peux pas, je dirais, la joie, c'est quelque chose qui est contagieux. Puis moi, en plus, il faut dire, on est le printemps. Le printemps, je trouve, tout renaît. Puis là, surtout avec cette année un peu, donc, il fait chaud, on est dehors, on voit des gens qui sourient, marcher. Donc, on sent comme, après cette année un peu... comment dire, entre guillemets, ben là, on sent comme une espèce de renaissance. Donc, c'est aussi, c'est encourageant, là. Pierre, dans les dernières années, tu as été pas mal impliqué dans des projets d'école, notamment le Lab École, mais tu signes aussi l'architecture de nos 2 bâtiments à Sainte-Anne. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement, peut-être dans l'éducation, mais notamment dans le fait de repenser physiquement l'école? Bien, en fait, moi, je pense que ça remonte à mon enfance. Comme je dis, j'étais quelqu'un de projet. Moi, je voulais faire des choses et tout. Puis ce que je trouvais quand même un peu ordinaire, c'est qu'à l'école, il n'y avait pas de projet. On était assis, puis on écoutait. Puis après ça, il fallait redire ce qu'on avait, ou réécrire ce qu'on avait entendu. Je me suis dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça, là. Alors, j'ai eu des professeurs qui ont compris ça. J'ai eu alors, puis, comme, pour moi, l'école, c'était extrêmement facile. Alors, donc, j'avais rapidement fini mes choses. Puis moi, j'aurais voulu faire quelque chose d'autre, là. Alors, j'étais plutôt dissipé, là, parce que j'avais fini ce que j'avais à faire. Alors, j'ai eu un professeur à un moment donné qui m'a dit, mais Pierre, elle m'a offert un cahier de dessin. Puis elle dit, Pierre, là, quand tu as fini, dessine tes projets. Dessine tes projets là-dedans, tu sais. Alors, c'était une année formidable parce que là, après ça, elle prenait mon cahier des fois, puis elle dit, regardez. Alors, puis pas juste moi, elle en voir à d'autres. Regardez, il a créé ça. Elle le montrait de façon
positive. Donc, j'ai compris que l'apprentissage, selon moi, c'est là où j'ai trouvé ça un peu frustrant. C'était pas juste être une éponge qui absorbait des choses. Il fallait aussi créer des éléments. Puis, je raconte une anecdote qui était un peu, à un moment donné, on avait un professeur qui nous avait dit « Je serai pas là vendredi, mais j'aimerais que vous fassiez des décorations de Noël dans la classe. » Et il dit, il va y avoir une suppléante qui va être là avec... Et moi, le soir, j'ai dit, on va faire une décoration là, exceptionnelle. Là. Donc, j'avais demandé à ma mère, j'ai dit, on avait, puis comme elle savait que j'aimais bien le bricolage, j'avais des cartons, puis des cartons de couleur, puis des papiers, puis j'ai dit... Alors, j'ai proposé à tous les... J'étais en 6e année encore au primaire, j'ai dit, on va faire... C'était le principe un peu des guirlandes, là, qu'on allait faire une espèce d'assemblage. J'ai dit, on va créer des guirlandes un peu partout, puis ça va créer comme des univers, là. Il va y avoir une caverne ici, puis il va y avoir donc... Alors, toute la classe, les 30 élèves s'étaient mis à faire des... Alors, quand on est arrivé le lundi, on était dans ce monde incroyable, là, tu sais. Alors, et même le professeur, au début, était comme un peu subjugué. Puis les étudiants ici, on rentrait comme dans un monde merveilleux, puis c'était juste des choses qui étaient faites avec du papier collé, accroché après. Alors, puis là, tout le monde... Et à un moment donné, il y a un professeur qui arrive, mais il dit, mais vous êtes complètement cinglés. C'est pas ça, l'école. Vous êtes dans quel univers? Tu sais, il y a des gens aussi très conservateurs. Donc là, il y avait eu comme une espèce de... Je voyais cette dichotomie entre deux visions. Donc, ce professeur-là nous avait laissé la créativité faire. Il savait bien que ça resterait pas probablement qu'on allait le défaire à la fin de la journée. Mais à un moment donné, notre classe était autre chose que la classe pour découvrir des choses. Donc, on peut se permettre ça sur 200 jours de classe d'en avoir une où on a créé un univers particulier. Je voyais un autre professeur qui, lui, avait une autre vision. Non, on met les bureaux en ligne, puis on enlève tout ça rapidement. Là. Alors, non, pour moi, c'est ça, c'est... Apprendre, c'est pas être juste l'éponge, c'est créer des choses autour de soi qui vont nous permettre de nous émerveiller, mais aussi d'échanger, de voir le potentiel de un. Il y en a un qui était très vite à découper, l'autre qui avait bien agencé les couleurs, l'autre en créant ces éléments-là. Donc, tout le monde, l'idée, et c'est quelque chose qui est très, très fort, faire un projet ensemble. On s'offre pas assez, je trouve, dans notre société, ce plaisir-là. À la fin... Des fois, dans ce cas-là, simplement d'une journée, on était tous les étudiants devant les élèves de ce qu'on avait fait. Puis on dit, mais mon Dieu, c'est incroyable, on a fait ça aujourd'hui, nous autres, là. Encore là, Hugo, dans le plaisir, dans le bonheur, tu sais, de découper. Oui, on en met un peu là. Il n'y avait pas de plan préconçu. On savait qu'on voulait faire des choses. Puis un voulait, on va les mettre plus serrés ici. On va les plus distancés ailleurs. Donc, ça changeait un peu la perception. C'était le début de l'atelier de Pierre Thibault. Ça a commencé comme ça, en 6e année. Pierre, tu as visité vraiment beaucoup d'écoles partout à travers le monde, sur presque tous les continents, vraiment. Puis tu en parles avec passion. Dis-moi, est-ce que dans toutes ces visites-là, est-ce que tu as constaté que les espaces physiques pouvaient avoir réellement un impact sur l'apprentissage ou les façons d'enseigner? Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont marqué? Bien, en fait, je pense que on sent ça dès l'entrée, hein? On rentre dans une école, puis c'est un univers vraiment particulier. J'ai, entre autres, la première qu'on a visitée ensemble, Hugo, à Copenhague, là, la Stedman School, là, qui est avec les grands escaliers à l'extérieur, près de l'eau, près d'un canal. Et, sans aucune barrière. Sans aucune barrière. Tu sais, je veux dire, c'est les enfants qui courent, qui montent, Alors, on était dans cette école-là, il y avait justement une délégation d'un autre pays qui venait voir l'école. Tu rentres dans un lieu et tu es transformé physiquement. C'est-à-dire que tu es dans les bonnes dispositions. Et les Danois parlent de ça de façon admirable. Ils disent un environnement bien conçu. C'est comme un professeur adjoint. C'est-à-dire que c'est comme si tous les enseignants avaient quelqu'un qui les aidait à être encore meilleurs auprès de leurs élèves, de faire que les élèves sont dans les meilleures dispositions et tout ça. Donc, et c'était formidable parce que on était dans une espèce d'amphithéâtre avec des petits coussins. Je sais pas si tu te rappelles, Hugo, puis les enfants étaient couchés en petits groupes avec des crayons. Tu sais, donc, tu voyais qu'ils discutaient, ils échangeaient. Tu te dis, mais on avait plus l'impression d'une colonie de vacances alors,
Et c'était la même chose. On était près des cuisines. On voit sortir 2 étudiantes à un moment donné. Ben, elles sortaient parce qu'elles avaient aidé dans la cuisine. Tu voyais le repas ou les belles tables rondes, des professeurs qui mangent avec les élèves, cette espèce d'échange, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Tu as le goût d'être là. C'est pas... Le fait d'entrer dans cet univers-là, c'est comme si... Comme on te flattait dans le dos, là, pour leur dire « Hey, tu vas passer une bonne journée. Ça commence bien. Ça va? » Donc, on crée des environnements qui sont bienveillants. Et on le voit pour même bien des enfants. Des fois, cet univers-là est encore même quasi plus bienveillant que celui de leur espace qu'ils habitent au quotidien. Parce qu'on a mis les meilleurs talents à créer un environnement propice à ça. Et c'est pour ça que quand je vois l'école que j'ai habité, que j'ai fréquenté au primaire, que je vois, j'y suis retourné 50 ans après, elle n'a pas changé, mais pas du tout. Là. Toute la société a changé. Tout a changé depuis 50 ans. Puis l'école est restée complètement statique. C'est pas possible, là, je veux dire. Alors, on n'est plus des éponges qui absorbons là pour. On veut plus former des bons petits employés là qui vont répondre au directeur en rubis sur l'ongle. Non, on veut des gens qui. Le monde est en changement, on doit s'adapter à tout ça. Alors, c'est ça qu'on a vu dans des écoles à Orestad, l'école secondaire qu'on a visité ensemble avec des élèves qui nous parlaient. Une école complètement ouverte là. Pas de classe. Il n'y avait pas de bruit. On se baladait. Il y en a qui glissaient un peu sur la rampe. Ils étaient dans les espèces de petits lounges au-dessus, des éléments ronds dans ce grand volume ouvert. Mais donc, Pierre, il est où le déclic, Pierre? Un matin, tu te dis, là, ça marche plus, là. Il faut que je fasse quelque chose pour les écoles. Il est où le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre? C'est une visite? C'est un cauchemar? Est-ce que c'est... Mais c'est une combinaison, je dirais, de 2 choses, Hugo. Puis, en fait, c'est peut-être une frustration qui me restait de l'enfance. Parce que, comme je te dis, j'allais dans le paradis de mon oncle, je te donne un contraste là, qui était merveilleux. Puis quand j'arrivais le lundi matin, puis je rentrais dans l'école, qui était un bloc de briques poches, ouf! Je la trouvais dure, hein? Alors donc, je me dis, c'est pas possible, il y a des univers si beaux, si agréables, si intéressants, où j'ai l'impression que j'ai des ailes pratiquement. Puis là, je rentre, j'ai l'impression que dans un espace, on me met un boulet au pied, puis on dit, là, tu vas rester ici, pas de chance que tu t'envoles. Ah donc, c'est comme si on me coupait les ailes. Donc, l'idée... Alors, quand j'ai vu, je pense que c'est dans les voyages que j'ai faits, à un moment donné, j'ai vu une école, entre autres, celle que, comme je te disais tout à l'heure, cette école à Skinnan School, là, avec les... J'ai dit, mais ça peut être ça, une école. Je n'avais vu à quelques endroits, tu dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce que tu dis, il y a du talent au Québec. On a des gens... vraiment des créatifs et tout, ça se peut pas qu'on soit encore à répéter le même modèle. Le corridor avec des classes de chaque côté, on n'en sort pas. Quand on a vu toute la diversité dans nos voyages de ce qui existait, on dit ça se peut pas que ce soit encore le modèle efficient. Donc, je sentais comme une espèce un appel impératif de faire changer ça. J'ai dit, Pierre, il faut que tu fasses quelque chose, là. Toi, avec d'autres, essaie de... Et c'est tellement important, ces années de formation. Si on comprend que dans un espace approprié, avec les bonnes personnes, on donne des ailes à tout le monde, là. On s'envole, on donne la capacité de s'émerveiller, on montre que tout ça se génère aussi, comme je disais, dans une forme de convivialité, de générosité et de partage, là. Donc, pour moi, c'est ça, là. Alors, c'est cette image de l'école où j'étais tout seul sur mon petit pupitre à côté d'autres sans parler pendant une journée, mais je me dis, non, c'est pas ça la vie, là. C'est pas ça la vie. Moi, j'ai une inquiétude, Pierre, puis je vais te la partager. Est-ce que tu penses, je vais l'appeler comme ça, que l'effet bâtiment est assez fort pour conscientiser les profs de changer les approches pédagogiques? Parce que effectivement, au Québec, on s'en va vers une amélioration, on va dire, du bâti. On va faire des belles écoles. Il y a une belle réflexion qui a été entamée là-dessus. Mais si on met un vieux moteur dans une nouvelle carrosserie, je me dis que, OK, elle va être belle la voiture, mais quand tu vas démarrer, et puis bon, l'essentiel, c'est quand même de rouler. Puis personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait encore une grosse réflexion au niveau du projet éducatif qui va se faire, qui va se vivre dans ces écoles-là. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être dans un bâtiment comme ça va influencer le prof en disant, attends là, j'ai les ressources, là, j'ai les moyens,
c'est pas vrai que je veux réaligner mes élèves 36 à la queue leu-leu, puis je veux leur déverser des connaissances. Que tu penses que, en plus, bon, on le sait, ça améliore la qualité de concentration, etc. Mais est-ce que l'effet bâtiment pourrait influencer les profs en disant « OK, là, faut vraiment que je profite d'avoir une super carrosserie avec un coefficient de pénétration pour changer de moteur pour aller plus vite, là. » Mais moi, je te dirais, Hugo, c'est un incitatif, là. Mais c'est pas suffisant, là. C'est-à-dire que c'est un incitatif, ça procure ça, mais comme tu dis, il faut qu'il y ait un projet éducatif avec ça, là. On peut pas... c'est une combinaison de tout ça, là, qui va faire que... Alors, on voit, puis la pédagogie est un autre élément important, mais je pense que ça va être un incitatif, ça peut être un souffle favorable, mais il doit s'accompagner de directions qui portent le projet éducatif avec leur équipe, là. Tu sais, je veux dire, on est au Lab École, on fait des beaux bâtiments, mais on est avec les équipes écoles, là, c'est quoi votre projet, puis éducatif, puis vous allez devoir préparer tout ça, là. Donc, c'est pour ça que je tenais tellement, et on a dû se battre fort avec ça pour que le directeur soit nommé avant même qu'on ait pensé l'école. Je veux dire, Hugo, tu comprends l'importance du leader dans une école qui propage ça. Donc, alors, le directeur dans le réseau public arrivait une fois l'école construite. J'ai dit non. Il faut que le directeur de l'école arrive avant qu'on ait même fait le programme de l'école pour qu'il soit porteur puis qu'il voit comment est-ce qu'on va faire ça, qu'il accompagne ces éléments-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un incitatif. Et la pédagogie différenciée, les classes flexibles, comment est-ce que ça s'organise, comment ça se fait. Puis on a organisé dernièrement des conférences, puis il y avait une enseignante qui était qui portait tellement ça. Elle a fait un aménagement flexible dans sa classe, puis elle a lu des études là-dessus. Ils disent, dans une classe de type conventionnel avec des pupitres en lignée puis un professeur en avant, le maximum qu'on peut atteindre d'attention, c'est 40% des élèves qui ont 80% d'attention. Alors, c'est pas toujours les mêmes 40, là. Quand tu es dans une classe flexible avec une pédagogie différenciée, tu arrives à 80% des élèves qui ont 80% d'attention. Donc, c'est sûr que tu mets le même professeur dans 2 environnements différents, il va aller... Et c'est pas juste l'environnement. C'est sûr que c'est une pédagogie différenciée dans une classe flexible. Tu donnes pas le même apprentissage. L'enfant est, comme je disais, il est pas juste l'éponge qui absorbe. À un moment donné, il est dans une station où il va créer, il va collaborer. À une autre, il va aller lire seul. Donc, tout cet environnement-là fait que, tu imagines, on double le temps de concentration de tous les enfants. Donc, c'est un investissement incroyable, là. Et en plus, on ne développe pas simplement un type d'habileté, là, donc de mémoriser et tout. Non, on développe toutes les qualités qui sont celles qu'on recherche aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je dis l'effet bâtiment, c'est un grand incitatif à amener ce souffle niveau-là, mais ça doit être combiné au projet éducatif. Pierre, outre l'argent, qu'est-ce que ça prendrait pour accélérer la transformation des écoles au Québec? Bien, moi, je pense, ça prend toujours la force de l'exemple. Il faut qu'on ait, vous en êtes, le collège, ça prend, à un moment donné, des locomotives. C'est-à-dire quelques foyers particulièrement innovants qui démontrent la force, la puissance, là, je dis ça d'une façon très positive, pour influencer. Donc, je pense que, alors, on en avait quelques-uns, mais je pense qu'il faut décupler. Tu sais, il y a comme ils disent toujours, il y a une masse critique à un moment donné qui fait que on accepte une innovation. Au départ, ça reste des petits, mais à un moment donné, alors c'est pour ça que on se disait avec le Lab École puis avec toutes les autres forces vives, parce que il y a tellement de monde passionné dans l'éducation. Là, m'être promené, c'est fascinant, mais je vois dans bien des cas, on a coupé les ailes aux gens qui étaient les plus passionnés, là. Donc, tu veux dire que tu fais couper les ailes une fois, il t'en reste plus beaucoup pour partir le vol, hein? Alors donc, là, non, ce que je me dis, c'est qu'il faut donner cette masse critique, puis je pense qu'on est en train, là, pour influencer les gens, disent, ben non, regardez dans cette école-là, avec ces pédagogies-là, regardez les enfants, les résultats, on va mesurer ça, là, pour montrer que ça a que des effets positif, puis il faut amorcer le virage, puis on a toute la capacité maintenant de faire. Mais je pense que ça prend
ces instigateurs, ces locomotives qui sont devant, qui à un moment donné partent le train et ça y est, c'est parti. Tu sais, dans tout le travail de recherche en lien avec notre future école, mais aussi le Lab École, oui, tu t'es intéressé au bâtiment, mais tu t'es aussi beaucoup intéressé à la pédagogie, puis on en a beaucoup parlé, puis je veux dire, tu as beaucoup de connaissances sur le plan de la pédagogie, de l'enseignement, puis tu connais aussi bien le système d'éducation. Maintenant, si demain, on te donnait la chance de jeter aux poubelles des éléments de l'école tels que tu la connais actuellement, qu'est-ce que tu jetterais aux poubelles? Qu'est-ce que tu éliminerais rapidement? Pas le directeur, s'il te plaît. De l'école pour lui donner plus d'air, finalement? Bien, en fait, je pense que la première chose que j'éliminerais, là, c'est tous les cours asphaltés épouvantables. C'est-à-dire, quand tu regardes l'espace autour de l'école, tu dis, c'est le moment de détendre des enfants. Puis, dans la grande majorité des écoles du Québec, on les envoie dans un stationnement de Walmart. Tu dis, mais ça marche pas, là. Le moment de détente où ils doivent se recharger, on les envoie dans un îlot de chaleur avec une clôture. Tu te dis, voyons donc, c'est pas possible, là. Tu peux pas dire aux enfants, vous êtes importants, on tient à vous, puis les envoyer le matin quand ils arrivent, là, en leur pause, le midi, dans un espace que même pour des prisonniers accepteraient pas. Tu dis, bien, voyons donc, une société qui fait ça, tu dis, ça, là, aux poubelles, tout de suite. On crée des paysages de jeux, des classes extérieures, des potagers. Je veux dire, ça coûte rien, là. Je veux dire, pour le bonheur par étudiant que ça va venir chaque jour, ça va être phénoménal. Puis ça va être tellement beau que les gens vont dire, on va y aller le soir, en famille, la fin de semaine. On va y aller, tu sais, je veux dire, mais c'est inacceptable qu'on ait gardé tous ces stationnements comme cours d'école depuis... Il y en a 2000, là, au Québec, là. Tu imagines la superficie d'asphalte, là? C'est énorme. Donc, moi, c'est la première chose. Je dis, les écoles doivent être dans un parc, la nature agréable, des zones d'ombre, des odeurs, des couleurs. Alors, et c'est pour ça, par exemple, en Suède, j'ai une bonne amie architecte qui est là, puis je suis allé visiter des écoles, puis je voyais tout ça, des arbres partout, Mais elle dit, tu sais, Pierre, il y a un minimum de mètres carrés de nature par élève en Suède. Alors donc, nous, on passe pas le test là, au Québec, là. Hein? C'est zéro, là. Hein? Il y a quelques écoles où vous avez ici... On a tellement pas de nature au Québec, hein, on le sait. Hein? C'est ça. Alors donc, tu sais, c'est complètement épouvantable. On pourrait faire planter les arbres par les enfants, puis on sait les arbres... Tout l'impact positif des huiles essentielles qu'elles ont, de l'ombre qu'elles procurent. Elles peuvent être des écrans contre la surchauffe dans l'école, toutes des stratégies là, qu'on peut, juste en aménageant la cour. Puis ça, c'est pas des budgets énormes. Là, alors donc, moi, c'est l'élément que je transformerais en premier. Je pense que ça, cet élément-là. Et l'autre chose que je trouve aussi, c'est que au Québec, une autre chose qu'on fait, c'est trop de transport scolaire. On a la possibilité, puis c'est ça qui m'a surpris quand je suis allé, par exemple, on était allé ensemble en Hollande, on voit pas un paquet d'autobus scolaires qui se promènent partout sur le territoire. Ils ont développé le transport actif. Et c'est initié, quand on était allé voir l'école à Copenhague, ce qu'il y a autour de l'école, c'est énormément de vélos. Oui, quand on a vu la Orestad, quand on a vu l'école... l'étage, le sous-sol, c'est un stationnement à vélo, là. C'est vrai. Tout le monde, tous les élèves viennent en vélo. Donc, c'est ça que je trouve. Le budget de transport scolaire au Québec, annuellement, je pense que c'est 800 millions. C'est près du milliard, là. Et là, imaginez, c'est quoi? C'est le nombre d'heures que passent les enfants arrêtés dans ça. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut une nouvelle stratégie. On a un territoire qui est là. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant au Danemark. Ils sont encore beaucoup plus pour l'école de village qui va être proche des habitants pour que les enfants puissent y aller à pied. Et moi, je dirais la seule chose positive de mon école, c'est qu'elle était très loin de chez moi. Et à cette époque-là, j'étais le plus vieux de la famille, je revenais manger à la maison. Mais c'était 2 kilomètres que je faisais 4 fois par jour.
Donc, 8 km dès la première année, là. Et en plus de tous les jeux que je faisais le midi. Alors, c'est pas pour rien qu'encore à mon âge, je peux monter 5 fois le Mont-Saint-Anne, là, hein? Oui, ça t'a Dans gardé une en seule forme. journée. C'est-à-dire, j'avais développé le plaisir de déambuler. Donc, là, aujourd'hui, c'est 1,6 2 fois, puis c'est un peu trop, puis 0,8 pour un ci pour les premières. Alors, l'autre idée, c'est comment, dans une stratégie d'implantation de l'école, on fait en sorte que les parents vont être proches, les enfants vont être là. Hey, quand on dit qu'au Québec, on a déjà eu, puis je ne vais pas revenir à ça, mais il y avait l'école de rang. Tout le monde du rang allait à l'école à pied, puis c'était comme ça à l'échelle du Québec. Donc, dans une perspective de développement durable pour une communauté et tout, je me dis, c'est un autre élément important que je changerais. Puis c'est vrai que tu parles de l'aspect, on vit vraiment dans une société qui est un peu surprotectrice comparativement à l'école qu'on a vue au Danemark où l'école était près d'un cours d'eau puis c'était pas clôturé. Tu as tout à fait raison. Puis t'apportes un point intéressant. Il nous reste peu de temps, Pierre. Si l'atelier Pierre Thibault devait devenir une école, ce serait quoi ses grandes particularités? Bien, en fait, je dirais, je trouve tellement que le moment, je regarde à l'atelier, là, on s'est fait une belle cuisine. On a une belle grande terrasse dehors. Tous les midis, je veux dire, je pense que 99% du temps, l'équipe mange ensemble. Hey, c'est un moment. Puis, 1 ou 2 fois par semaine, c'est quelqu'un qui fait le repas pour tous les autres. À tour de rôle. On partage un repas qu'on a fait. Alors, c'est un moment privilégié où on se raconte nos vies, on se raconte donc... et on règle plein d'éléments. Puis c'est ça qui est le drame actuellement pendant la pandémie. On n'a plus ces moments-là pour dire comment ça va, qu'est-ce que tu fais là-dedans. C'est tous les jours d'une espèce de mise à niveau. Donc, je pense que... Et puis c'est pour ça qu'avec Ricardo, puis on le dit tellement, on parle de la salle à manger, du temps ensemble, pas à vitesse de manger du sandwich là, qui est plus mangeable sur une petite table avec un banc qui bouge pas, puis tu as 10 minutes, puis sac ton camp. L'idée, partager un repas avec les personnes avec qui on vit au quotidien, comprendre c'est quoi leur réalité. Alors pour moi, il y a cet élément important du moment du midi. As-tu l'impression, Pierre, que vous avez perdu en créativité, en innovation? Le fait justement que vous ne soyez plus ensemble, parce que souvent une année, une idée en apporte une autre, puis une discussion complètement anecdotique, hop, il y a quelque chose qui pump, que là tu vas pas organiser un Zoom exprès pour dire, bon, là il faut penser à des nouvelles idées. C'est dur à organiser, ça sort un petit peu n'importe quel moment. Bien, c'est ça, c'est tout ce qui est le non prévu. Qui fait le piment de la vie, puis qui fait que tu rencontres quelqu'un et dis « Ah oui, tu m'avais dit ça, puis telle chose, puis là... » Tout ce qui était... On a perdu ça, et c'est ça le repas, là. Le bonheur du repas, c'est quand je suis allé faire du ski en fin de semaine, ou non, je suis allé voir telle expo. Tu sais, tu t'appelles pas sur Zoom pour dire « Ben, je suis allé voir... Puis là, on n'a pas pu en voir. Là, je suis retourné la semaine dernière voir une expo depuis des mois, là. Turner, je dis, c'est un moment d'émotion incroyable. J'ai dit, allez visiter ça. Ben là, à mon équipe, il n'y a plus de place. Ici, comme on voit plus il y a un nombre de places limité. Donc, tout cet informel-là est extrêmement important dans la créativité. Et à un moment donné, on t'amène ailleurs. On ne peut pas être balisé puis décider qu'entre 4h10 et 5h10, ça va être notre moment de créativité dans la journée. Donc, c'est pour ça que le moment est très important. Il faut aussi avoir, puis c'est ça dans notre atelier par rapport à l'école, on a des fauteuils en bas, on a une table ici, on a notre boîte en cèdre, on a la table dehors, on a le jardin qu'on cultive l'été. Il y a un plaisir de déambuler, si on veut, et il y a aussi l'idée de la grande table commune où on travaille ensemble. Tu sais, c'est un lieu de partage. On s'entraide. Quelqu'un, à un moment donné, a besoin de dire, ben là, il faut que je me mette en silence, il va ailleurs. C'est ça, je pense, essayer de toujours être dans les meilleures dispositions pour faire ce qu'on a à faire. Et à un moment donné, moi, je vois toute l'équipe est devant un écran parce que quelqu'un a une idée, là. Incroyable, il est en train de faire quelque chose. Hey, venez voir ça. Tu sais, ça prend 3 minutes, les gens viennent voir l'écran, puis ils voient quelque chose de beau, puis d'excitant que quelqu'un a fait, tu sais. Au lieu de dire, ben non, hey, non, surtout restez devant votre écran, bougez pas. Non. Il y a ça aussi, il y a cette espèce de ballet quotidien. À un moment donné, il y en a un qui a une idée, puis il y en a un moment donné qui raconte il y a une joke, là. Puis, tu sais, le monde est fatigué à 4h30, puis là, ben hop, il y en a un qui fait une petite mimique en se levant, là.
Tu t'appelles pas ton monde à 4h15 sur Zoom pour faire une joke, là, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là, tu sais, mais c'est comme ça une journée en vrai. C'est comme ça, tu sais. Puis quelqu'un qui te fait un bon café. Qui prend un café, là? Ben, il y en a un moment donné qui se dit qu'il fait le barista pendant une demi-heure. Il apporte des cafés à tout le monde. Puis qu'est-ce que tu veux dedans? Puis si, puis un petit mot gentil. T'as plus ça, là. On met de la musique. Exact. Tu vois, donc... et puis là, à un moment donné, il y en a un qui fait un petit pas de danse, les petits bras en l'air. Puis c'est parti, là, tu sais. On a l'énergie. Tu fais pas ça sur un écran, là, tu sais, de dire... donc, alors, c'est ça, je pense, le bonheur, puis d'avoir une souplesse. Les gens à l'atelier, bien, il y a pas, tu sais, ils arrivent à une certaine heure, puis ils repartent à une certaine heure, puis il y en a qui vont venir le soir, puis il y en a qui... vont organiser un apéro le jeudi parce que, bon, c'est le fun. Comme tu dis, on commence à mettre de la musique vers 17h, puis là, ça finit avec une bonne pizza que tout le monde partage, puis des fois, ben, c'est la copine qui vient rejoindre l'autre, puis donc, à ce moment, ah oui, ça va commencer. On se retrouve à 150. Avec non, la mais t'es police à joli, 4h du Hugo, matin. Alors donc, ça finit en fête, là, donc c'est un lieu de travail, mais à un moment donné, c'est un lieu où... Alors, cette polyvalence, là, je pense, dans l'espace, quand même un côté chaleureux où on se sent accueilli, et rien d'ostentatoire, mais de la lumière naturelle au maximum, de la présence de la nature, puis des places pour s'asseoir ensemble pour être bien. À partir de 23h, Atelier Pierre Disco vous accueille au centre-ville de Québec. Écoute Pierre, on va conclure là-dessus. Un grand merci pour ta passion, un grand merci pour ta contribution. Puis là, j'endosse bien des gens en éducation pour ta contribution au développement de l'éducation au Québec. Je pense que toi et tes acolytes ont donné un petit coup là, ça a fait du bien. Je pense qu'il y a un mouvement qui est parti et on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben merci aussi Isabelle et Hugo. Il y a 2 ans, on était en Hollande, au Danemark, pour regarder les écoles formidables. Puis là, celle qu'on fait ensemble est en train de se construire. Mais ça, c'est quand même un côté magique de la vie, là. C'est formidable. Là, on a fait ça ensemble. Donc, merci à vous, là. Comme je dis, tout ça, c'est un travail d'équipe, une énergie partagée. Écoute, on s'est vu combien de fois en présentiel, ensemble, dans la salle, à dessiner les maquettes. Je veux dire, pour moi, c'est ça, la vie, là. Et ça aura un effet sur des centaines et des centaines et des milliers de jeunes pendant combien de temps? Donc, tu sais, je veux dire, c'est une contribution positive qu'on a fait ensemble. Pas juste nous trois, avec tout le reste de l'équipe, le projet, alors de créer comme ça un nouvel environnement. Pour moi, je pense que c'est un cadeau déjà de le faire ensemble, puis c'est un cadeau qu'on donne à la communauté. Donc, pour moi, ces projets-là, ça nous fait grandir et c'est je veux dire, un don d'une certaine façon à tous ces gens-là. Donc, c'est ce que j'aime faire dans la vie. On a l'impression que tout le monde gagne, quoi. Et le tout dans le plaisir. Et exactement. Le plaisir partagé. Un grand merci. J'en profite que les auditeurs nous écoutent pour annoncer l'invité de la semaine prochaine qui sera Michelle Obama. Donc, après Pierre Thibault, Michelle Obama. Pierre, merci beaucoup. Merci, Pierre. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Là. Salut. Salut.